même révolution. Tunisie, Égypte, Libye, on parle de la révolution Facebook. La jeunesse se mobilise à travers un média difficilement contrôlé par les autorités. La peur disparaît, les dictateurs aussi. Mais les internautes ne font pas apprécier beaucoup Twitter pour exprimer leurs revendications à travers le réseau. Septembre 2007, des employés italiens d'IBM lancent une protestation globale sur Second Life. Plus de 1800 avatars seront comptés dans cette toute première cyber-manifestation, moyen alors unique pour regrouper en un même endroit des centaines d'employés dispersés de par le monde. L'initiative intrigue et interpelle nombre de grands médias. Les syndicats le savent très bien, c'est cette médiatisation classique et mainstream qui a eu les effets escomptés. Les revendications salariales sont acceptées, car ils sont un formidable moyen de regrouper des gens et des idées éparpillées sur la planète. Les réseaux sociaux n'ont jamais eu autant de force que quand ils sont repris par les grands médias nationaux. En quelques heures, la mésaventure d'Anne-Marie Costa a enflammé le web. Cette caissière d'hypermarché a failli être licenciée pour avoir récupéré un ticket de caisse abandonné contenant une offre commerciale. La réaction de sa direction, qui a porté plainte pour vol, a scandalisé des dizaines de milliers d'internautes. Un tollé qui a fait reculer l'enseigne. Cette mobilisation en France contre le licenciement d'une caissière, l'image du supermarché souffrira de la mauvais buzz, car là aussi, ce qui fait l'événement sur les réseaux sociaux est repris à la télévision. Dernière initiative en date l'hiver dernier aux États-Unis, jusqu'alors plus ou moins laissés à l'écart lors des négociations salariales, les 42 000 employés de Ford syndiqués chez United Auto Workers ont quasiment suivi heure par heure l'avancée des négociations à travers Facebook et Twitter, à tel point que le syndicat a été dépassé par sa base, puisqu'une majorité a refusé net la proposition d'accord de principe. Entreprises, syndicats, partis politiques, les réseaux sociaux interpellent toutes les organisations, une nouvelle donne 2.0 que les dirigeants vont devoir appréhender. Pascal Porter, Christophe Aguiton, le parallèle avec les révolutions arabes, avec les printemps arabes, il est pertinent pour vous? Pour moi, il est. Évidemment, le contexte de société démocratique et de pays développés comme la France ou l'Europe ne sont pas les mêmes, mais on va retrouver quelque chose de commun, c'est le fait qu'on a à la fois du réticulaire, du réseau, de l'individu, mais aussi des mobilisations où on va voir des grandes masses lever et se retrouver. On est en ce moment en France en pleine élection présidentielle. Si on parlait que des réseaux et d'Internet, on serait à côté de la plaque. Il suffit de regarder l'audience de grandes émissions comme Les Paroles et les Actes, que ce soit Hollande ou Sarkozy, ou l'affluence dans les meetings, quels que soient les candidats, les salles sont pleines à craquer. Les deux choses, en fait, ne sont pas contradictoires. On n'a pas d'un côté la vieille politique et de l'autre le réseau social. Le fait d'avoir autant de monde devant les écrans de télé dans les meetings, ça renvoie à la même raison de fond, c'est l'affaiblissement des corps intermédiaires, l'affaiblissement de ceux qui disaient pour qui voter. Et aujourd'hui, on a des individus qui à la fois s'expriment directement, ça c'est l'Internet, les blogs, les réseaux sociaux, et puis les individus, quand ils ont à choisir dans une élection présidentielle celui ou celle qu'ils porteront à la magistrature suprême, veulent le voir directement. On est dans un rapport religieux plus protestant que catholique, on n'a pas envie de croire l'Église, on a envie d'avoir un rapport direct avec celui pour lequel on va peut-être voter. Donc, dans les conflits sociaux, on en connaît moins. C'est vrai qu'il y a eu depuis Second Life IBM, il n'y a pas du tout Second Life, il n'y a plus Second Life de la vraie vie non plus. Je vous rassure, Second Life va très bien, il y a beaucoup d'argent. On les voit moins, en tout cas, dans les médias et les protestations. Par contre, effectivement, l'expression de la base à travers les Twitter et les Facebook est quelque chose qui commence à exister beaucoup. Il y a eu en France récemment une grève comme ça qui n'a pas pu se faire, qui a été lancée par les organisations syndicales, et par la protestation ou par finalement le non-accord sur Facebook et Twitter, le mot de grève a été retiré. Donc c'est vraiment l'expression. Alors c'est l'expression de la colère, c'est l'expression de la colère individuelle, c'est l'expression de la colère des métiers, mais c'est rarement l'aboutissement à une solution du conflit. C'est rarement le remplacement de la négociation qui quand même peut toujours exister. Christophe Aguiton, vous êtes parallèle avec l'Internet qui s'anime, qui s'enflamme, mais qui ne décide pas, par exemple, des élections. Là, c'est pareil, il se passe des choses sur Internet, mais c'est pas ça qui fait le dialogue. C'est pas ça, c'est pas avec un quelconque réseau social qu'on négocie finalement l'accord. Il faut encore des représentants du personnel, et en même temps des comités d'entreprise avec qui finalement l'accord se trouve ou ne se trouve pas. Donc au niveau de l'expression est spontanée, importante. Au niveau de la résolution du problème, du conflit, on reste dans les structures traditionnelles, pour le moment. Christophe Aguiton, par contre, qu'est-ce qui fait la genèse de ces mouvements, de ces mobilisations en ligne? C'est quoi? C'est la caisse de résonance, c'est le catalyste d'une
une majorité silencieuse, donc je n'aime pas l'expression. Moi, je crois qu'il y a deux idées qu'il faut retenir. L'Internet est évidemment à la fois un média et un moyen de communication, mais il va être d'autant plus important que les médias traditionnels, les moyens de communication traditionnels fonctionnent mal. Bon, on l'a bien vu dans le monde arabe, c'est sur Facebook qu'on mobilise, et c'est grâce à YouTube ou tout autre moyen qu'on roule, Dailymotion, qu'on va renvoyer des images à l'extérieur. Donc on a ce côté, le réseau social est le seul moyen de pouvoir s'exprimer. Mais on a vu par exemple en France, quand on a une offre politique qui est très bien distribuée, une présidentielle comme celle de 2007 ou 2016, on n'a pas encore les résultats du Conseil constitutionnel, mais qui devrait donner aussi un spectre très large de l'extrême gauche au Front National, les réseaux sociaux ne sont qu'un accompagnement de la campagne des grands candidats et ne changent pas grand-chose sur l'opinion en finale que ce seront les Français, les programmes et les personnes pour lesquelles ils vont voter. À l'inverse, si on se rappelle de la campagne pour le référendum sur la Constitution européenne de 2005, où les médias dominants et les partis politiques dominants étaient tous pour le oui, c'est sur Internet que le non s'est exprimé. Un petit peu comme il y a maintenant plus de 15 ans, les premiers à vraiment utiliser l'Internet à son tout début en France, en 1995, on a commencé à vendre des offres qui permettaient aux individus de se connecter sur Internet. Ce sont les chômeurs et les sans-papiers qui ont utilisé les premiers l'Internet. Alors pourtant, on parlait déjà de la fracture numérique, bien plus que les syndicats traditionnels qui, eux, avaient des courriers avec des adresses postales qui fonctionnaient, des téléphones, des fax, et toute une série de choses qui n'avaient pas encore besoin de l'Internet. Bon. Donc on a cette première idée. Il y en a une deuxième, je ne veux pas être trop long, c'est qu'il faut comprendre aussi d'où vient l'Internet. Historiquement, l'Internet est le produit, on oublie trop souvent en pensant à l'armée américaine, est le produit de la contre-culture américaine. Bon. L'an dernier, je suppose que beaucoup d'entre vous étaient là, et un des moments qui m'a le plus amusé et plus sur le fond, c'était quand Steve Crocker, un des fondateurs de l'Internet dans les années 70, est venu. C'était l'après-midi du vendredi, il était tard, il était trop long, tout le monde essayait de le faire se presser, mais il ne tenait qu'à une seule chose, c'est qu'on voit les images de Woodstock. Et Woodstock, c'était la clé pour lui, parce que c'était sa culture. Bon. Et on a une autre phrase qui est tout à fait intéressante, qui est le motto, si on peut dire, de ceux qui dirigent techniquement l'Internet, qui est David Clark, qui dit, je vous le dis en français, mais il dit nous ne croyons ni au roi, ni au président, ni même au principe du vote. Ce à quoi nous croyons, ce que nous voulons, c'est du consensus et un code qui marche, c'est-à-dire une démocratie du faire et du consensus, qui est exactement ce que les jeunes, moins jeunes militants des mouvements comme les Indignés ou les Occupy font quand ils s'opposent à la fausse démocratie, la démocratie délégataire et représentative. Ils annoncent en échange, en contre, la vraie démocratie, qui est en fait une démocratie du consensus, un peu comme l'Internet. Alors moi je vais rebondir sur cette notion de consensus et de compromis. Si on se dit qu'effectivement les réseaux sociaux, d'une façon générale, et Twitter en particulier, et Facebook aussi, sont des instruments de consensus. On like, on like, mais on n'a pas beaucoup de compromis, on n'a pas beaucoup de voix médianes. Quand on est sur des problèmes de la vraie vie, et en particulier dans des conflits, dans des accords assis dans l'entreprise, il y a forcément d'une façon ou d'une autre un compromis qui doit se faire entre les intérêts des uns et les intérêts des autres. Donc il est difficile d'imaginer, presque par essence, que les réseaux sociaux vont pouvoir travailler le compromis et que de l'autre côté, on n'arrivera jamais à un consensus. Donc il y a cette distance et cette fracture qui est certainement quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de résoudre tous les problèmes dans les réseaux sociaux, en tout cas dans le dialogue social. D'autant que le parallèle n'est pas si évident que ça. Vous avez d'un côté l'Internet qui est un média de l'individu, en tout cas de l'individuel, et qui là peut s'opposer à une parole qui est celle, par exemple, d'un syndicat, enfin de tous ces corps intermédiaires, où là on est face à une parole collective. Non, c'est tout à fait vrai. L'Internet a été construit pour l'individu. Dans les années 70, un individu collaboratif, un individu solidaire. On est vraiment dans ce qui vient du mouvement beatnik, hippie, de la contre-culture américaine, où c'est à la fois l'individu et les autres qui vont jouer. Et ça, aujourd'hui, on le retrouve sur l'Internet. Le Web 2 est à la fois un mouvement entrepreneurial, mais aussi un mouvement social. C'est un mouvement très particulier que celui du Web 2, enfin cette vague-là. Mais ce qui est sûr, c'est pour que des formations comme les syndicats, intégrer cette culture-là est difficile. Parce que pour un syndicat, ce qui est clé, c'est la parole collective. C'est la structure collective qui va s'exprimer pour un accord ou contre un accord, peu importe. Et le fait de passer par l'individu ne fait pas partie des modes de fonctionnement traditionnels du syndicalisme. Donc il y a une difficulté que les syndicats doivent savoir gérer, mais qui ne va pas de soi. Oui, moi je vais rajouter à ça que certes il y a la notion d'individu, mais il y a aussi la notion d'individu ensemble, qui n'est pas forcément la même chose que l'individu dans le collectif. Et c'est ce qu'on trouve dans les communautés pratiques ou dans les communautés de métiers. Et c'est ce qui marche le mieux, on le verra peut-être tout à l'heure, mais c'est ce qui marche le mieux en entreprise. Et on arrive là, finalement, à fédérer les individus autour d'un problème qui les réunit. Et c'est un problème très, très pratique, qui les concerne individuellement. Et ces communautés, dans les réseaux sociaux, ce sur quoi finalement la parole est dite et
et partagé. Et ça passe simplement à l'individu de point de vue. Si on cherche des précédents historiques, ces actions sur Internet, ça rappelle quoi? Ça rappelle les coordinations des années 80? Oui, un peu comme tout à l'heure j'expliquais que l'Internet est particulièrement important quand les médias ou les représentants traditionnels ne représentent pas l'opinion réelle du pays. Quand les syndicats, d'une certaine façon, font le boulot, ils sont connus. Je pense au mouvement des retraites, quoi qu'on pense de la cause et du résultat, ça c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais clairement les syndicats ont mobilisé, les salariés, les retraités sont venus avec eux. Donc il y avait une correspondance assez forte entre les aspirations des salariés et des retraités et les propositions d'action que faisaient les syndicats. Si on se remet bien en arrière, une vingtaine d'années en arrière, et qu'on se rappelle d'un mouvement comme celui des infirmières, par exemple, le mouvement syndical n'était pas vraiment prêt à les soutenir pour des tas de raisons. Et les infirmières se sont organisées en coordination, et ce mouvement des coordinations à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90 était tout à fait significatif, cette tentative de s'organiser autrement, à côté du mouvement syndical, voire parfois contre le mouvement syndical, et a obligé le syndicalisme à une vraie mutation. N'oublions pas que jusqu'en 68 et aux années 70, le syndicat décidait et les salariés appliquaient. Ils faisaient grève ou ils arrêtaient la grève. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise en lutte où ce ne sont pas les salariés qui décident, et tous les syndicats ont appris à non seulement intégrer et respecter, mais à favoriser cette expression directe des salariés, sans laquelle il n'y a plus aujourd'hui de lutte possible. Donc il y a eu une évolution, et on n'entend plus parler de coordination parce que les syndicats se sont transformés. Il faudra qu'ils fassent le même type d'efforts sur eux-mêmes pour aboutir au même type de transformation sur l'Internet. Oui, dans un autre ordre d'idée, et si on passe à l'autre bout du scope, on a aussi des revendications plus corporatistes, plus de conditions de travail, qui peuvent échapper complètement aux syndicats et qui peuvent être portées par des individus dont finalement c'est la situation quotidienne. Et moi j'ai toujours été frappée par cet exemple qui nous a été donné par une entreprise de grande distribution, des moyennes surfaces, donc des magasins qui ont peu d'employés, mais partout sur le territoire français. Ils ont monté un réseau d'entreprises, que l'entreprise d'ailleurs anime, et un jour a surgi le problème tout à fait anecdotique des chaussures de sécurité pour les caissières, mais qui ne sont pas obligés dans cette entreprise de porter des chaussures de sécurité tout à fait disgracieuses. Et à un moment, sur ce réseau, les caissiers ont dit on en a assez de porter ces chaussures de sécurité, on n'en a pas vraiment besoin. Sauf que c'est pas totalement vrai, parce qu'on en a quand même besoin quand on va dans les entrepôts. Et ça a failli devenir une vraie revendication au niveau des syndicats pour finalement améliorer les conditions de travail ou d'image, je ne sais pas, des caissières. Et puis finalement, une caissière de je ne sais plus où a dit que dans un catalogue de chaussures professionnelles, elle avait repéré un modèle particulièrement saignant et que finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée que de proposer ce modèle qui à la fois pouvait convenir à toutes les caissières, et c'est ce qui s'est fait. Donc la revendication qui au départ aurait dû être le prétexte de tout à fait justifier de meilleures conditions de travail a été tuée dans l'œuf par la proposition sur le réseau d'une de ces caissières qui a réglé le problème très vite. Bon, ça doit être le cas d'école présenté aux entreprises par ceux qui veulent le revendre du réseau social. Et peut-être par les marchands de chaussures. Et peut-être par les marchands de chaussures, mais pour tout le reste du spectre, comment est-ce que l'entreprise peut réagir à ce qu'on a vu dans le sujet, par exemple tout à l'heure, à ces formes de revendications, d'abord qui viennent de gens qui ne sont pas les interlocuteurs habituels de l'entreprise? Alors, la façon de réagir pourrait être de s'adresser directement et de commencer à s'observer, d'avoir un réseau social d'entreprise, d'observer ce qui s'y passe, d'écouter et de trouver les moyens d'y répondre. Il y a une deuxième façon de faire, qui rejoint ce que disait Christophe, c'est que dans l'entreprise restent quand même les superviseurs, les cadres intermédiaires, qui sont normalement des relais naturels, normalement, de ce qui peut être transmis par la base. Et c'est vrai qu'en ce moment, cette catégorie-là est très malmenée. C'est les réseaux sociaux, il n'y a plus de cadres intermédiaires, il y a des salariés qui s'expriment. Donc la proximité de ce management avec leurs propres salariés peut être aussi une bonne façon d'écouter ça. Donc c'est important de savoir que si on ne s'occupe pas de ceux qui sont censés porter les salariés, y prêter attention, les conduire, les faire travailler aussi, on aura certainement beaucoup de difficultés. On entend des entreprises qui disent ah ben, attendez, nous on est présents sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, les syndicats aussi d'ailleurs. Ça veut dire quoi être présent sur les réseaux sociaux et que faut-il que ça veuille dire? Alors sur les syndicats, je crois que Christophe y répondra mieux, mais quand même je trouve qu'en ce moment on voit beaucoup plus d'initiatives des syndicats pour être présents, pour travailler le sujet.
Il y a des groupes de travail qui se montent, une association qui rapproche des DRH et des syndicalistes, qui a monté un groupe de travail spécifique sur les réseaux sociaux. La CFDT Métallurgie a monté un service game que je crois que peu de gens connaissent, mais qui est intéressant, sur un salarié qui va chercher du travail et qui doit passer un entretien avec toutes les différentes étapes. Et c'est un service game, comme les entreprises font des services game. Donc je crois que les syndicats commencent à s'y mettre aussi, et c'est normal, puisque tout de même ils ont aussi des jeunes qui les poussent à le faire. Sur les entreprises, la grosse question qui se pose dans les réseaux sociaux, je crois que tout le monde commence à en parler, tout le monde commence à avoir son propre réseau social. La question se pose sur qui les dirige, qui les modère, y a-t-il un animateur, est-ce que c'est libre, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est organisé. Donc le principe même d'avoir des réseaux sociaux dans l'entreprise, je crois qu'il y a un principe acquis, c'est pas forcément un groupe Facebook, ça peut être un réseau social dédié. Toutes les questions qui ensuite viennent après, elles sont des questions importantes et auxquelles les entreprises peuvent donner des réponses différentes parce que ça va dépendre de leur culture, de l'ouverture de leurs dirigeants, de l'acceptation. C'est vrai, je trouve que c'est un élément important. Donc les réponses à ces questions-là sont forcément différentes. Ce qu'on voit, je crois, en tout cas, je le disais au début, le plus efficace, et c'est les communautés de pratique ou les communautés de métier, qui souvent réunissent des gens qui sont géographiquement loin et qui ont des sujets très pratiques et très métiers à traiter. Et de ce point de vue, on assiste quand même à la résurgence d'une certaine forme, sinon de corporatisme ou en tout cas de regroupement sur les métiers, qui peuvent rappeler le compagnonnage. Ça va beaucoup plus vite, c'est sur le monde entier. Mais c'est vrai que réunir dans une même communauté, au sein d'un réseau social, des gens qui font le même métier, qui peuvent s'échanger à la fois des trucs et astuces, mais aussi des vraies questions pour faire remonter à argumenter pour le problème, c'est à la fois évident et facile, mais jusque-là, ça n'existait pas. Les réseaux sociaux permettent ça. Je précise qu'on viendra tout à l'heure à vos questions sur Balloon qui défile derrière nous, Christophe. Non, c'est juste un mot à rajouter sur les syndicats et les mouvements sociaux. On va retrouver un petit peu la même chose que dans les années 90, où les sans-papiers, les chômeurs étaient plus présents sur Internet, surtout sur le mail, tout bêtement, que les syndicats traditionnels, les formations classiques du mouvement social. Aujourd'hui, on a un peu la même chose, soit avec ce qui est toujours le mouvement intermondialiste, qui est un mouvement directement international, et où là, l'Internet est la condition même du développement de ces mouvements-là, soit avec les indignés et les mouvements Occupy, qui ont beaucoup repris les exemples du monde arabe dans un contexte différent, c'était Madrid, New York, Londres et d'autres villes de ce type, mais où là, on a un mouvement social qui s'exprime en donnant d'abord et avant tout la parole à l'individu, ce en quoi il est vraiment en phase avec l'Internet. Donc c'est plutôt dans ces mouvements-là que l'Internet va être le vecteur numéro 1, voire unique, de mobilisation. Dans le monde syndical, en effet, il y a des expériences positives, mais on n'en est pas du tout même de nous. C'est quoi les bonnes pratiques, les bons exemples, Pascal Porter, de réseaux sociaux bien faits qui servent? Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on dit ça y est, j'ai ouvert mon réseau social d'entreprise, on n'a rien fait en fait. C'est comme dire j'ai ouvert un blog, j'ai pas publié le premier article. C'est pas parce que vous mettez l'outil en place que les gens viendront. Il faut aussi que les conditions du dialogue même en ligne existent. Oui, alors la première chose, je crois, qui est importante à savoir, c'est pourquoi on le fait. Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est pour effectivement donner une meilleure parole à des gens qui ne veulent pas ou peu? Est-ce que c'est pour renforcer un métier? Est-ce que c'est pour faire favoriser finalement et affaiblir les distances entre les personnes? Je crois qu'on n'a pas forcément le même réseau social ou la même tête de réseau social selon la réponse que l'on donne à ces questions. Ce qui est sûr, les places d'évidence, les communautés de métiers, les communautés, alors vous trouvez des tas techniques, des fonctions.